Podcar, c'est le podcast dédié à l'art contemporain et la charte Un immeuble, une œuvre. Chaque semaine, je vous emmène dans les coulisses de ces projets et vous fais découvrir le travail des artistes, des galeristes et des acteurs engagés pour faire rayonner cette charte. Retrouvez ces projets et le travail de nos invités sur le compte Instagram de l'agence Monumentart. Bonjour Sacha. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de vous rencontrer. C'est monsieur Arthur Toscan du Plantier qui m'a parlé de votre travail. Depuis, je l'ai découvert et j'ai trouvé ça génial. Aujourd'hui, vous me recevez chez vous. On est entouré de photos. Ce sont toutes les vôtres? Non, pas toutes. Il y a quelques photos que j'ai faites, mais il y a aussi des œuvres que j'aime bien, que j'achète. Et dès que je peux, j'essaye d'acheter des photos ou des peintures. On est aussi au milieu d'une animalerie. On a 2 chiens, un chat et surtout votre toute dernière création. Ouais, Alyosha, mon fils. Je pense que c'est le plus bruyant des 4. Mais 2 mois, ma plus grande réussite. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vous? Écoutez, oui, je peux. Une fois qu'on a parlé des chats, des chiens et de l'enfant, moi je viens de la publicité. Voilà, je suis un ancien créatif, j'étais chez CLM BBDO. J'ai bossé avec un mec exceptionnel qui s'appelait Philippe Michel. Et j'étais directeur artistique pendant une quinzaine d'années. Mon boulot, c'était de trouver des idées et puis de diriger des photographes, de faire des films, de trouver des films, d'écrire. J'ai travaillé les idées pendant 12 heures par jour pendant une quinzaine d'années. Et ça a été, j'ai passé 15 ans incroyables dans cet univers où j'ai pu faire plein de choses, voir plein de choses, et rencontrer plein de photographes, plein de réalisateurs. C'était vraiment génial. Et puis au bout de 15 ans, j'avais un peu fait le tour de tout ça. Et j'ai décidé de refaire mes études, de me remettre, de faire autre chose. Et j'ai pris la voie de la photo, tout en gardant cette histoire d'idées. Voilà, je suis devenu photographe, mais photographe de mise en scène, où j'adore avoir des idées décalées. Et vous avez repris des études sur le plan technique Si vous voulez, j'avais les idées, ça c'est quelque chose que je pense qui est intégré à ma personnalité, et ça fait vraiment longtemps que je bosse ça, mais après devenir photographe, je voulais devenir photographe, c'était mon truc, et on ne devient pas photographe comme ça, donc il a fallu que je retourne à l'école, j'étais au Gobelin, il a fallu que je sois un peu assistant, ça a été une période compliquée, et en même temps j'avais tellement envie de faire ce métier que je fais aujourd'hui, que je me suis acharné et j'ai mangé mon pain noir à nouveau, sauf que c'est plus difficile d'être stagiaire à 40 ans qu'à 20, mais en même temps je savais où je voulais aller. J'avais vraiment tellement cette rage de faire de la photo et de raconter des histoires qu'il n'y avait rien qui pouvait m'en empêcher. Et vous vous rappelez de votre première série En fait, j'ai fait un livre pour une fille à base de photos et de textes qui s'appelait Le Petit Livre de Je t'aime, qui est devenu Je t'aime tout simplement, qui a été vendu à 130 000 exemplaires. Et c'était un livre de photos pour dire je t'aime. J'ai fait ça pour une fille dont j'étais amoureux, très amoureux, qui était partie à l'époque, donc j'ai fait ce livre. Et quand elle est revenue, je lui ai offert ça. J'ai un espèce de petit livre avec 50 pages. Puis je me suis dit, c'est idiot, c'est trop facile de faire un bouquin comme ça de 50 pages et puis après de s'arrêter. Donc j'ai continué. Et donc tous les jours, quand elle rentrait à la maison, tous les 2 jours, 3 jours, je lui faisais des nouvelles pages avec des nouvelles photos et des nouveaux textes pour lui dire que je l'aimais. Et un jour, le bouquin est devenu 200 pages. Et puis j'ai montré ça à 1 ou 2 copains qui m'ont dit, mais c'est pas possible, tu peux pas laisser ça comme ça, il faut absolument que tu le publies parce que moi j'aimerais bien offrir ce livre à la femme que j'aime. Alors enlève un peu les photos de toi. Donc j'ai été voir des libraires, je leur ai dit j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Et puis ils m'ont donné, j'étais à la Fnac, à l'époque il y avait une librairie que j'adorais qui s'appelait La Une, avec un monsieur qui s'appelait Émile Solo. Et il avait toujours les derniers bouquins de graphisme, de photos. Et il m'a dit c'est génial, va voir tel mec. Et donc il m'a donné 3 éditeurs. Et sur les 3, il y en a 2 qui ont dit oui. Et donc ça a été publié par les éditions du Seuil et le bouquin effectivement a fait un carton. Et c'était mes premières photos. Et j'ai shooté ça avec j'avais un appareil numérique mais de très mauvaise qualité, la plupart des photos étaient floues. Mais c'était pas l'idée, c'était pas un bouquin de photos, c'était un bouquin d'idées.
Et puis j'ai vraiment commencé à faire des photos sur mon deuxième livre, et, qui était la suite. Et là, en fait, j'ai été voir un ami photographe qui m'a filé un Rolleiflex et une cellule et qui m'a dit, ben voilà, tu vas faire tout en film, c'est du moyen format, tu as 12 photos par pellicule, il faut que tu prennes ta lumière. Et donc j'ai fait ce deuxième livre qu'avec un Rolleiflex et de l'argentique. Ça a été une expérience incroyable. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que la photo c'était quelque chose qui me passionnait, que ça m'intéressait beaucoup plus que ce que je pensais, que c'était un très bon moyen de raconter des histoires et de m'exprimer. Voilà. Au départ c'était un moyen, et puis finalement c'est devenu, je ne sais pas si c'est le mot, si c'est devoir ou obligation, mais tout d'un coup j'avais une nécessité de faire des photos. La première étape, ça a été les livres, donc j'ai fait 3 bouquins, et c'est très intéressant parce que quand j'ai fait ces 3 livres, en fait, j'ai fait de la nature morte, du portrait, des décors, enfin il y avait toutes sortes de choses qui décidaient de la photo. Alors la deuxième partie de mon travail, c'est que j'ai commencé à bosser sur ma grand-mère. Alors au début, elle était habillée de façon absolument normale. Et puis petit à petit, on a fait une série de mode. On m'a proposé de faire une série de mode. Et là, évidemment, alors c'était de la mode, mais c'était déjà des costumes pour elle. Parce qu'une dame de 85 ans ou 97 ans, à qui on met des robes léopards et des trucs, d'un coup, on est rentré dans un truc de costume. Très vite, j'ai compris que c'était un peu compliqué de lui faire changer de vêtements tous les jours. À chaque fois, il y avait des discussions, elle discutait surtout. C'était très drôle, mais c'était... Et donc, on a décidé avec mon équipe de la mettre en super-héroïne. Et donc, on a créé un costume de super-héros. Et ça a été mon début avec le costume. Et puis, petit à petit, j'ai compris que finalement, le costume, l'histoire, que ça, c'était un truc qui m'intéressait. Et que j'avais envie de sortir de la réalité. J'ai jamais été trop sur le monde réel. J'ai toujours aimé m'évader. Mes films préférés, c'est Tim Burton, c'est Big Fish. Vous voyez, on est les histoires qu'on raconte. J'ai toujours aimé les trucs un peu qui nous emmenaient un peu dans l'histoire. Après Mamika, il a fallu que j'invente autre chose. C'était compliqué parce que Mamika, ça a été un énorme succès. Les gens, ils ont adoré les photos, mais surtout, ils ont adoré cette histoire d'amour entre moi et cette vieille dame incroyable. Et donc, un jour, je me suis dit, bon, voilà, on a fait 10 ans, je sais pas combien, 6 ou 7 ou 8 séries différentes. Qu'est-ce que je fais après ? Et là, j'ai fait une série que j'adore, qui est une série sur les super-héros flamands. C'est-à-dire, comment serait Superman, Hulk, Wonder Woman si elle avait été peinte par tous les peintres de l'époque flamande. Moi, j'adore la peinture flamande, j'adore Rembrandt, enfin, j'adore tous ces artistes, et j'aime le clair-obscur. Mais j'aime aussi les super-héros américains un peu froids, un peu... Et donc le croisement entre les deux a été pour moi une espèce d'étape où on a fait fabriquer des costumes, où on a fait un casting avec des gens particuliers, où j'ai fait travailler toutes sortes d'artisans. Donc ça allait de... On a fait fabriquer des perruques, on a refait Hulk à la Lou Ferrigno, on a refait Superman, on a fait comme ça toutes sortes de... Et puis où on a... dessiner des objets, des costumes. J'ai fait travailler plein de gens pour inventer et construire ces personnages. Et ça, j'ai mis à ce moment-là le pied dans quelque chose que j'adorais, que j'ai jamais arrêté depuis. C'est-à-dire raconter des histoires, mais d'époques différentes. Et toujours avec un petit décalage et une petite folie, de manière à sortir un petit peu du réel. Mais toujours avec humour. Je sais pas si alors, c'est marrant parce qu'on définit toujours mon travail en disant c'est humoristique. En réalité, les photos que j'ai faites avec ma grand-mère sont humoristiques. Après, est-ce que des super-héros version flamande qui sont finalement pas très souriants et plutôt dans une espèce d'introspection, ils sont assez figés. C'est un contraste entre les Américains froids, invincibles et la peinture flamande où au contraire les gens sont très humains, plutôt auto-centrés, plutôt en regard sur eux-mêmes. Ce contraste-là donne des images qui sont décalées, mais je ne sais pas si je les définirais moi personnellement comme des images humoristiques. Par contre, je pense qu'effectivement, le décalage et les croisements de choses improbables définissent assez bien mon boulot.
Le promoteur Ardian vous a proposé de réaliser des photos pour un programme qui s'appelle Renaissance, un projet grand luxe dans le Marais. Et vous avez réalisé une série de photographies qui ont été imprimées sur d'immenses bâches sur les façades du chantier. Quelle est l'histoire de ce projet un peu fou ? De trouver une idée, justement, le projet était génial. On m'a dit, voilà, je venais de faire 2 très très grands projets. Un projet Gare d'Austerlitz avec des super-héros qui faisaient 7 mètres de haut. Pareil, sur des grandes bâches. Et puis j'ai fait un projet où on est venu me chercher pour les jésuites de Saint-Omer. On a pris des enfants de la ville de Saint-Omer. Et puis avec toute mon équipe, on les a transformés. Et c'est devenu des petits garçons jésuites. Et ces tirages ont été imprimés sur 5 mètres de haut dans la chapelle jésuite de Saint-Omer. Et donc suite à ça, on est venu me chercher en me disant, écoute, voilà, il y a un projet, ça s'appelle Renaissance. C'est du luxe, et maintenant fais ce que tu veux. Et donc je me suis dit, sur une aussi grande surface, c'est un chantier, on a un immeuble derrière. Moi, ça s'appelle Renaissance. La Renaissance, elle a évidemment plusieurs sens. Et si je la prends au sens premier, est-ce qu'on n'a pas envie de montrer ces gens qui travaillent là, qui sont des gens très humains et qu'on n'a pas l'habitude de voir, et de les mettre en version Renaissance ? Alors ça a été la première étape de ma réflexion. Mais je me suis dit, c'est pas suffisant. C'est très intéressant, mais c'est pas suffisant. Parce que la difficulté de ce projet, c'est qu'il faut avoir envie de les voir et de les revoir. Et on ne peut pas s'arrêter à une seule vision. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie. Les gens qui vont passer devant cet immeuble, ou si c'est un tirage qui va rester dans l'immeuble, ils vont le voir des jours entiers, des semaines, des mois entiers. Et donc j'ai proposé qu'effectivement on prenne des vrais compagnons qui travaillaient dans l'immeuble, mais qu'en plus on fabrique des objets de notre époque, mais en version Renaissance. Alors là, c'était là où c'était le plus intéressant parce que, un marteau-piqueur version Renaissance, c'est de toute façon très intéressant. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec un pinceau ? Et donc on a bossé avec mon équipe, ils m'ont fait des propositions, mais je leur ai dit, écoutez, moi ce que j'aimerais, c'est que ce soit des objets qui soient improbables et poétiques. Je m'explique. Si on prend une masse version Renaissance, ça existe. Maintenant, si on prend un pinceau ou un rouleau version Renaissance, ça existait sûrement. Donc moi, ce que j'ai proposé, j'aurais dit, écoutez, faites-moi un rouleau, dessinez-moi un rouleau avec une collerette, que les poils soient trop longs, on s'en fout que ça marche. Ce que je veux, c'est que quand on le regarde tout d'un coup, ça amène une poésie à l'image et qu'on a envie de comprendre tout ce qui s'y passe. Donc on a dessiné comme ça 6 objets qu'on a fait fabriquer. Moi, je venais de faire une série qu'on n'a pas encore montrée qui s'appelle Louis 114, qui est une série futuriste de l'époque de Louis XIV. Et où avec toute mon équipe, on a inventé, dessiné, créé des costumes, des coiffures, mais on a aussi fabriqué des objets. C'est pas dur parce que tous les gens avec qui j'ai travaillé sur Louis 114, ce sont les mêmes que ceux qui ont travaillé sur le projet Compagnon Renaissance. Donc c'était un peu presque la suite de mon projet précédent qui était un projet personnel. Et donc il y a une double poésie, c'est-à-dire qu'il y a ces gens-là qui n'ont pas l'habitude d'être photographiés, qui sont dans le dur, mais qui tout d'un coup sont mis en avant. Et puis il y a les objets avec lesquels ils travaillent, qui sont revisités et qui donnent une petite fantaisie, une petite poésie à l'histoire. Ça a été une expérience absolument géniale. Alors d'abord, Ardian a accepté immédiatement le projet. C'était un gros projet avec un gros financement. Il a fallu habiller tout le monde, faire des costumes, louer des studios. C'est souvent les projets que je fais, c'est des projets onéreux. Mais en même temps, humainement, c'était tellement riche parce que monsieur qui a l'habitude avec sa bétonneuse de faire du béton, il n'a pas l'habitude d'être pris en photo. Donc la première fois qu'il vient et que vous essayez les costumes, le mec il vous regarde et vous dit « Ah mais moi on va pas me maquiller. » Écoute, on va pas te maquiller, peut-être, on va voir. Mais non mais moi je mets pas de collants. C'est les filles qui mettent des collants. Et donc là on a compris très vite avec mon équipe qu'on n'avait pas affaire à des comédiens, qu'on n'avait pas affaire à des gens qui forcément avaient très envie de poser, même s'ils ont tous accepté le projet de bon cœur, mais ils n'avaient pas bien compris le truc, l'ampleur du projet. Et puis là où ça devient passionnant, c'est que on fait des essais avec eux, de perruques, ça les amuse beaucoup. Au départ, ils sont un peu dans la moquerie, ils se moquent les uns des autres, regarde, t'as l'air d'une fille, t'es machin. Et puis le jour du shoot, tout le monde se met en route, ça travaille beaucoup, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de maquilleuses, des coiffeuses, et ils s'aperçoivent que c'est beaucoup de boulot, et surtout que le résultat est génial. À tel point que un des personnages qui était le plus réticent pour faire cette série
et qui vraiment avait dit à mon équipe, en général, à moi, on n'ose pas trop me dire les trucs. Donc ils vont voir mes équipes, et après les équipes viennent me voir en me disant « Oui, tu sais, il aime pas trop le maquillage, il veut pas, machin, il n'est pas d'accord. » L'homme qui était le plus réticent de tous, à la fin est venu me voir, il m'a regardé, il m'a dit merci, et il m'a serré la main. J'ai compris que le truc l'avait touché et qu'il avait adoré faire tout ça. Et c'est vrai que les portraits, c'est pas moi, hein, c'est mon équipe, mais les portraits, ils sont complètement fous. C'est-à-dire que ces gens, ils sont magnifiques. Et ils sont magnifiques parce que les costumes sont beaux, parce que la lumière est belle, et parce que le truc qui m'a le plus étonné dans cette série, évidemment, quand on voit les objets arriver, on a travaillé dessus, ils sont vraiment très 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 beaux. Mais ce qui m'a le plus fasciné, c'est la différence de tête qu'on peut avoir avec les perruques, des barbes ou des moustaches. Ça transforme les gens. Et c'est très drôle quand on regarde le making-of, voir comment ils étaient avant d'arriver et comment ils sont une fois finis et photographiés. Et pourtant, c'est les mêmes. C'est la même base, c'est le même visage. J'ai pas fait de Photoshop, je veux dire, il n'y a rien. C'est juste perruques. Et voilà. Et ça, moi, je travaille avec les mêmes personnes depuis toujours. Mais les coiffures, les barques, c'est ce qui, moi, m'étonne le plus à chaque fois. C'est-à-dire que c'est là où j'arrive le moins à me projeter. Mais comme je sais que je travaille avec des artisans qui font partie des meilleurs et qui sont vraiment très forts, je sais que de toute façon, le résultat va être fou. Comment s'est fait la sélection des modèles ? De toute façon, l'idée de base, c'était d'avoir les vrais artisans compagnons de l'immeuble. Donc, quoi qu'il arrive, moi, j'ai dit dès le départ, je veux des gens qu'on peut trouver derrière la bâche et derrière les œuvres. C'est primordial. Je vous avoue que ça a été compliqué parce qu'il a fallu qu'ils arrivent à convaincre un certain nombre de gens. Alors, on voulait pas faire de jaloux, il y avait et puis des grands, des petits. Donc, on nous a fait toute une sélection. Puis après, il n'y a pas d'histoire de photogénie, moi j'y crois pas beaucoup. Je pense que surtout dans ce genre de projet, ce que moi je voulais, c'était avoir plein de gens représentatifs de plein de métiers différents. Et je voulais avoir une espèce de réalité, c'est-à-dire des grands, des petits, des blacks, des bruns, voilà, tout le monde. Contrairement à une campagne de pub où tout d'un coup on va essayer de prendre une fille jolie, une fille machin. Là, moi j'avais envie surtout d'avoir des personnages, d'avoir des gueules. Et j'ai eu de la chance parce que ils m'ont envoyé, on n'en a pas eu beaucoup, je crois qu'on a une sélection d'une dizaine ou d'une quinzaine de personnes. Et il y en a beaucoup qui étaient vraiment bien. Et donc c'est ça, moi je voulais des gueules. Je voulais des gueules avec des mecs où je me dis, ce type-là, il fallait quand même qu'ils aient pas les traits trop fins. Parce que je voulais un décalage entre des personnages réalistes et des personnages historiques. Donc je me suis dit, si on prend déjà quelqu'un qui est déjà trop dans l'histoire, on n'aura pas ce décalage. J'avais envie que nous, on le crée. Donc j'avais envie d'avoir des vraies gueules de mecs qui bossent sur des chantiers comme on peut l'imaginer. Et pour la mise en scène, est-ce que vous avez réalisé des recherches, des travaux préparatoires ? Alors quand je bosse sur des portraits d'histoire, toujours. Après maintenant, à force, j'ai beaucoup traîné dans des musées, j'ai vu beaucoup de portraits. Donc c'est vrai que je suis imprégné de cette époque, d'un certain nombre d'époques de l'histoire sur lesquelles j'ai travaillé. En général, quand je tombe sur une époque que je connais pas, je vais au musée quand je peux, je lis beaucoup de bouquins, je vais beaucoup sur internet et je fais beaucoup de recherches. Mais mon équipe entière, c'est-à-dire qu'on est tous très calés dans nos domaines. Ma coiffeuse et son équipe, ils connaissent tout par cœur au millimètre. La maquilleuse aussi, je veux dire, chacun dans son domaine a vraiment des notions. Le model maker, il est tellement fort, il a une culture de l'objet, même au-delà, c'est-à-dire qu'ils sont tous très au point sur la peinture de toute cette époque-là. Vous savez, en photo, on travaille selon les projets avec des gens de catégories différentes. Quand on fait de l'historique, les maquilleuses savent pas faire du maquillage historique, les coiffeuses, il y en a très peu qui savent en faire. Donc on prend des gens qui ont l'habitude et qui font que ça. Et ces gens-là, en général, ils connaissent bien toutes les époques, et s'ils connaissent pas, effectivement, on n'a pas le choix, hein, on est obligé, même si on s'écarte un peu de l'époque si on a envie. Par exemple, pour le projet Louis XIV, c'est ce qu'on a fait. Avant de s'en écarter, il faut le connaître par cœur. Ces photographies sont donc imprimées sur des bâches immenses de plus de 12 mètres de haut, si je ne me trompe pas. On se trouve dans un quartier très visité, très animé, rue François 1er, à 2 pas des Champs-Élysées. Des milliers de personnes se sont arrêtées depuis 2 ans. Avec ce projet, vous participez à rendre l'art accessible à tous, à l'intégrer vraiment dans la vie quotidienne. Selon vous, pourquoi l'art est-il si important dans nos vies ? Moi, j'ai été élevé dans l'art, donc j'ai l'impression que c'est nécessaire pour tout le monde, c'est nécessaire pour les artistes, mais bon, et alors ? Mais surtout, je pense que l'art, ça rend heureux.
L'art, ça nous permet de nous questionner. Et je pense qu'on ne peut pas vivre sans art. Alors après, je parle en mon nom, mais moi j'ai été élevé dans une famille où on avait besoin d'aller au musée, où on s'arrêtait pour essayer de comprendre un peu des œuvres qui n'étaient pas toujours accessibles. Et j'ai quand même l'impression que quand on arrive devant quelque chose qui est beau, ou qui vous touche, ça fait du bien, ça change la journée. Après, il y a des œuvres, je sais pas, comme ça, là, immédiatement, je pense à Bacon. Bacon, ça rend pas heureux. Mais Bacon, quand on voit un Bacon, ça vous emmène tellement loin, ça nous questionne, ça nous inquiète. Mais l'art, ça rend vivant. Et puis en plus, s'il y a une histoire derrière, ça peut nous transporter. Moi, j'aime bien raconter des histoires. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé partir loin. Et comme quand vous allez au cinéma, il y a plusieurs types de cinéma. Vous avez des cinémas réalistes avec les frères Dardenne, et puis après, il y a des gens qui nous emmènent à des milliers de kilomètres, d'où la science-fiction, d'où les westerns, tout ce cinéma qui nous permet de rêver. Je pense que l'art, ça peut permettre de rêver un peu. En plus, on a besoin de rêver en ce moment. Ça, c'est clair qu'on a besoin de rêver. Je pense que c'est d'autant plus nécessaire, effectivement. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec une galeriste qui me disait qu'elle pensait qu'on avait beaucoup travaillé sur des œuvres un peu tristes, un peu sévères, et que maintenant, il y avait une demande de légèreté, et peut-être même d'humour. On parlait d'humour et de décalage. C'est vrai que toute cette période nous emmène un peu vers des choses un peu plus légères et vers un peu plus de sourire. Et en parlant de sourire, est-ce que vous avez des projets en ce moment ? Écoutez, j'ai toujours des projets. Donc, un photographe, en fait, ça travaille sur plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on prépare, on réalise et puis après on finalise. Donc, je suis toujours en même temps en train de finaliser des séries que j'ai déjà shootées il y a quelques mois et que j'ai préparées encore avant. Et puis en parallèle, je suis toujours en train d'essayer d'imaginer de nouvelles choses. Donc là, j'ai un joli projet, très joli projet de portrait pour une marque qui s'appelle Cultura, où ils m'ont donné une carte blanche. Et je pense que le résultat, il va être assez fou. Et puis j'ai shooté une série au Brésil sur une histoire d'extraterrestre qui fait du surf. Voilà, un truc un peu barré, en argentique, en noir et blanc. Donc là, je suis en train de faire des essais de tirage. C'est un moment assez amusant parce qu'on fait des essais de papier, on finalise, on essaye des cadres. Voilà, je suis dans la fin de la... Et puis, je prépare une série, je ne sais pas si je vais arriver à la faire, qui est une histoire sur Hitchcock. Et le thème, c'est « Et si Hitchcock avait été féministe ?» Et donc j'essaye de faire ça de shooter ça sur l'île de Bas. C'est un joli projet, en fait. J'avais envie de parler d'Hitchcock, je suis très fan d'Hitchcock, et je trouve que le féminisme aussi, il y a des questions à se poser par rapport au féminisme, qu'est-ce qui est bien. Mon travail à moi, c'est pas de donner des réponses, mais c'est d'amener des questions, et je me dis que parler du féminisme à travers le cinéma et les images d'Hitchcock, ça peut être une bonne façon de revoir Hitchcock, et puis aussi de se poser des questions sur le féminisme, trop de féminisme, pas assez, voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et chacun donnera sa propre réponse. Merci Sacha. Avec plaisir. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre un avis 5 étoiles ou le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et à tout de suite sur le compte Instagram de l'agence Monumentart.